Le désert d'Atacama avait toujours gardé ses secrets. Dans ces étendues infinies, où la pluie n'était pas tombée depuis des siècles et où le soleil brûlait la vie de la terre rouge, le temps semblait s'être arrêté. Ici, parmi les rochers anciens et les plaines de sel, entre les majestueuses Andes et le froid Pacifique, se déroulaient des événements qui changeraient à jamais notre compréhension de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Octobre 1988 accueillit les habitants de Vallenar avec des nuits inhabituellement froides. La ville, blottie au cœur du désert d'Atacama, vivait la vie mesurée des mineurs et des bergers. Ici, à une altitude de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, chaque jour était une lutte contre la nature impitoyable de l'endroit le plus sec de la planète. Manuel Casillas connaissait ces montagnes comme sa poche. Pendant 40 ans, il avait mené des troupeaux sur les pentes battues par les vents. Pendant 40 ans, il avait lu le langage du désert, prédisant les rares pluies par la couleur du ciel, sentant l'approche des tempêtes de sable par le comportement des animaux. Son visage brûlé par le soleil, marqué de rides par l'impitoyable soleil d'Atacama, conservait la sagesse des générations de bergers. Des yeux couleur de ciel délavé avaient vu beaucoup. Des condors magnifiques planant au-dessus des pics andins, aux rares pumas descendant des glaciers en quête de proie. Mais cette nuit d'octobre, il était destiné à voir quelque chose qui ne cadrait avec aucun cadre d'expérience terrestre. Le troupeau de Manuel se composait de 130 moutons sélectionnés, des animaux robustes adaptés au climat rigoureux du désert de haute altitude. Ils pouvaient se passer pendant des semaines de végétation clairsemée, se contenter d'eau salée de sources rares et supporter des variations de température de 40 degrés le jour à -10 la nuit. Cette nuit-là, le berger installa son camp dans la vallée de Quebrada de Pachuy, un lieu reculé et désolé où les rochers rouges s'élevaient vers les étoiles en tours bizarres. Les habitants locaux évitaient cette vallée, racontant en chuchotant des légendes sur les esprits des anciens Indiens d'Yaguita qui avaient autrefois habité ces terres. On disait que la nuit, on pouvait y entendre les sons de flûtes inexistantes et voir les feux de camp depuis longtemps éteints. Manuel ne croyait pas aux superstitions. Pour lui, les esprits n'étaient pas plus effrayants que le vent, une partie du désert avec laquelle il fallait simplement coexister. Mais son fidèle chien Cholo, un croisement entre berger allemand et race locale, se comportait cette nuit de manière extrêmement agitée. « Qu'est-ce qui ne va pas, vieil ami ?» grommela le berger, en ajustant son poncho en vigogne usé. Cholo, habituellement une bête intrépide qui pouvait affronter un puma seul, se pressait contre les jambes de son maître, gémissant doucement et jetant de temps en temps des regards vers le ciel étoilé. Le ciel d'Atacama était mondialement célèbre. Ici, loin des lumières de la ville, dans l'air le plus sec et le plus pur de la planète, les étoiles brillaient avec une telle intensité qu'il semblait qu'on pouvait les toucher de la main. La Voie lactée s'étendait comme une majestueuse rivière de lumière, et les constellations de l'hémisphère sud, la Croix du Sud, le Centaure, le Sagittaire, chatoyaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pourquoi les plus grands observatoires astronomiques du monde furent construits à Atacama. L'Observatoire européen austral, le radiotélescope ALMA. Tous cherchaient dans l'espace des traces de vie, sans soupçonner que cette vie trouvait parfois elle-même le chemin vers la Terre. Il était près de minuit quand Manuel remarqua pour la première fois l'étrangeté dans le comportement du troupeau. Les moutons, qui dormaient habituellement paisiblement à cette heure, s'étaient serrés en groupe compact et bêlaient avec inquiétude. Leurs yeux, reflétant la lumière du feu, exprimaient une terreur animale. Le berger se leva, épousseta son poncho et regarda attentivement autour de lui. Le silence régnait dans la vallée, seulement troublé par le hurlement lointain du vent dans les crevasses des rochers. La température était tombée à 0, normal pour le désert de haute altitude, où les fluctuations diurnes pouvaient atteindre 50 degrés. Mais quelque chose d'insaisissable flottait dans l'air, une sorte de tension, comme si l'atmosphère s'était électrisée avant un orage. Ce qui était impossible. À Atacama, les pluies arrivaient une fois par décennie, et les orages pouvaient se compter sur les doigts dans toute l'histoire des observations météorologiques.
Manuel s'approcha du troupeau, essayant de calmer les animaux. Les moutons tremblaient non pas de froid. Ils le voyaient à leur respiration qui ne se transformait pas en vapeur. Ils tremblaient de peur. « Doucement, doucement », chuchota le berger en caressant la tête du mouton le plus proche. « Qu'est-ce qui vous a tant effrayé ?» À ce moment, Cholo hurla. Longuement, tristement, comme les chiens hurlent à la lune. Mais il n'y avait pas de lune cette nuit. La nouvelle lune avait enveloppé la vallée d'une obscurité profonde, que seule la lumière des étoiles et les braises rougeoyantes du feu dissipaient. Manuel suivit le regard du chien et se figea. Une nouvelle étoile était apparue parmi les constellations. D'abord, elle était à peine distinguable. Un minuscule point de lumière qu'on aurait facilement pu prendre pour un avion lointain ou un satellite. Mais cette étoile ne se déplaçait pas sur une trajectoire habituelle. Elle semblait osciller d'un côté à l'autre, traçant des zigzags impossibles dans le ciel. Et elle se rapprochait. Manuel plissa les yeux, essayant de mieux distinguer l'objet. 40 ans de vie dans le désert lui avaient appris à distinguer tout corps en mouvement dans le ciel nocturne. Des avions de l'armée de l'air chilienne aux météorites qui traversaient parfois le firmament comme des flèches de feu. Mais ce qu'il voyait maintenant ne ressemblait à rien de familier. L'objet grossissait, et il devint bientôt clair que ce n'était pas une étoile. C'était un disque métallique parfaitement rond qui réfléchissait la lumière des étoiles sur sa surface polie comme un miroir. Les moutons se turent, tous d'un coup, comme sur commande. Un silence si complet s'abattit sur la vallée que Manuel entendit son propre battement de cœur. Même le vent se calma, et l'air se figea dans l'attente. Le disque descendait lentement et silencieusement. Aucun rugissement de moteur, aucun sifflement d'air fendu. Seulement un silence sinistre qui pesait sur les tympans et faisait geler le sang dans les veines. Quand l'objet plana à 20 mètres au-dessus du sol, Manuel put l'examiner dans tous ses détails. Ce qu'il vit se grava à jamais dans sa mémoire, malgré toutes les tentatives d'effacer les souvenirs qui suivraient plus tard. Le disque faisait environ 10 mètres de diamètre, la taille d'une petite maison. Sa surface était une étendue lisse continue sans un seul joint, rivet ou soudure. Le métal dont était fait le vaisseau ne ressemblait à rien de terrestre. Il brillait de l'intérieur d'une lueur froide et mortelle, comme la lumière de la pleine lune reflétée dans l'eau stagnante. Le long du bord du disque pulsaient des lumières, pas brillantes, mais bien visibles sur le fond du ciel étoilé. Elles chatoyaient de couleurs qui n'existent pas dans le spectre terrestre. Quelque chose entre violet et argent, entre vert et doré. Regarder ces lumières était douloureux, comme si elles affectaient non seulement la vision, mais aussi d'autres organes sensoriels inconnus. Mais le plus terrifiant n'était pas cela. Le plus terrifiant était que le vaisseau flottait dans l'air sans aucun support visible. Aucun jet de flamme, aucun rayon de lumière le maintenant en suspension. Il était simplement là, défiant toutes les lois de la physique qu'un simple berger connaissait. Manuel essaya de bouger, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Il ne pouvait que rester debout et regarder le disque tourner lentement autour de son axe. Pendant la rotation, des détails devenaient visibles, des saillies et des dépressions sur la surface inférieure, formant un motif géométrique complexe. Ce motif semblait familier et étranger à la fois, comme un souvenir longtemps d'un rêve. Cholo se pressa contre le sol, couvrant son museau avec ses pattes. Le chien intelligent comprenait. Ce qui se passait dépassait sa compréhension canine du monde. Les autres animaux se figèrent aussi dans des poses non naturelles, comme si le temps s'était arrêté pour eux. De la partie inférieure du disque commença à couler de la lumière. Pas ordinaire, blanche ou jaune, mais quelque chose d'autre, bleu argenté, qui n'éclairait pas mais pénétrait plutôt à travers les objets. Dans cette lumière, les ombres devenaient plus nettes et les couleurs pâlissaient, transformant le monde en quelque chose comme une vieille photographie. Une écoutille s'ouvrit au bas du disque. Plutôt, une partie de la coque disparut simplement, ne se divisa pas, ne s'ouvrit pas, mais se dissolut réellement, comme si le métal solide s'était transformé en brouillard et s'était dispersé dans l'air. De là coulait la même lumière froide. Mais maintenant, on y voyait des ombres mouvantes. Le premier être parut dans l'ouverture de l'écoutille.
et descendit lentement au sol. Il ne sauta pas, ne descendit pas par une rampe invisible. Il descendit réellement, doucement et silencieusement, comme une feuille sans poids tombant par temps calme. Manuel réalisa avec horreur que la créature lévitait. L'être était de petite taille, environ 1 mètre. Son corps était caché par une combinaison argentée moulante, qui réfléchissait la lumière de la même manière que la coque du vaisseau. Le matériau du costume était vivant. Il chatoyait, changeait de nuance, et il semblait que des vagues de métal liquide couraient dessus. Le visage, il n'y avait pas de visage en tant que tel. Là où auraient dû se trouver les traits du visage, on voyait quelque chose de flou, d'indistinct, changeant constamment, comme si Manuel regardait un reflet dans l'eau que quelqu'un troublait continuellement. Mais les yeux, il voyait les yeux distinctement. Grands, disproportionnément grands par rapport à la tête, ils brillaient de la même lumière froide que le vaisseau. Il n'y avait pas de pupilles, d'iris ou de blanc, seulement un rayonnement argenté continu dans lequel se reflétaient les étoiles. Les bras de l'être étaient longs et minces, se terminant par des doigts aux griffes métalliques, pas des ongles, de vraies griffes qui brillaient dans la lumière non terrestre comme des instruments chirurgicaux. Un deuxième être descendit ensuite. Il était semblable au premier, mais légèrement plus petit, et, si on peut dire, plus gracieux. Un objet apparut dans sa main. Manuel ne vit pas d'où il venait. L'objet ressemblait à une baguette métallique avec un cristal pulsant au bout. Les êtres conversaient entre eux. Leurs voix n'étaient pas des voix au sens habituel, plutôt des vibrations qui pénétraient directement dans la conscience, contournant les oreilles. Ces sons étaient musicaux et terrifiants à la fois, comme le chant du vent dans les grottes ou le tintement de verre qui se brise. Une des créatures se tourna vers Manuel. Bien qu'aucune expression faciale ne soit discernable, le berger sentit son regard sur lui. Un regard étudiant, froid, absolument inhumain. Comme si un entomologiste examinait un spécimen d'insecte intéressant sous un microscope. Le deuxième être se dirigea vers le troupeau. Les moutons restaient immobiles, comme ensorcelés. Leurs yeux devenaient vitreux, du sang commençait à s'écouler de leurs narines en filets fins. Les animaux subissaient manifestement une influence quelconque. Leur corps tremblait, mais ils ne pouvaient pas bouger. L'être leva la baguette, et le cristal à son extrémité brilla plus fort. Manuel sentit un étrange picotement dans sa tête, comme si quelqu'un passait de fines aiguilles dans son cerveau. Mais l'impact principal frappa les animaux. Le mouton, les plus proches. Une jeune brebis, la fierté du troupeau, se figea soudain dans une pose non naturelle. Ses yeux s'ouvrirent largement, reflétant la lumière argentée du cristal. De la mousse teintée de sang coula de sa bouche. Un dispositif sortit de la paume de l'être, mince, courbé, ressemblant le plus à un scalpel chirurgical, mais fait du même métal non terrestre que le vaisseau. Sa lame brillait d'une lumière bleuâtre et semblait plus tranchante que tout instrument terrestre. L'être toucha le cou du mouton avec l'instrument. Une ligne rouge apparut sur la laine blanche, parfaitement droite, comme tracée à la règle. L'animal ne tressaillit même pas, ne fit qu'un sanglot faible de manière humaine, et s'affaissa lentement au sol. Mais le plus étrange commença après. Le sang ne coulait pas de la blessure. Ses bords furent instantanément scellés avec une substance transparente qui durcissait à l'air, formant une couture hermétique. L'être collecta cette substance dans un petit récipient cubique qui se matérialisa dans sa main de nulle part. Manuel observait la procédure avec une horreur croissante. Ce n'était pas un meurtre au sens habituel, plutôt une opération chirurgicale, exécutée avec une précision froide. Aucune cruauté, aucun mouvement superflu, seulement une efficacité effrayante. La même chose se répéta avec 5 autres moutons. Les êtres travaillaient de manière coordonnée, comme une équipe médicale expérimentée. L'un immobilisait l'animal avec le cristal, l'autre effectuait l'opération. Tout le processus ne prenait pas plus d'1 minute par animal. Manuel essaya de comprendre ce qu'il faisait. Collectait-il des échantillons biologiques? Étudiait-il la faune terrestre? Ou était-ce quelque chose de plus sinistre? Une sorte de tribu qu'une civilisation extraterrestre collectait de la planète? Ayant fini les expériences sur les animaux,
Le premier être s'approcha de Manuel. Le berger sentit des doigts froids invisibles pénétrer dans sa conscience, écartant les pensées, fouillant dans les souvenirs. Ne résiste pas, primitif. La voix résonna directement dans sa tête, contournant les oreilles et les centres de la parole. Les mots étaient en espagnol parfait, mais il n'y avait rien d'humain en eux. Ils ressemblaient au son du vent dans le désert, froid, vide, dépourvu d'émotion. Nous étudions votre planète, cataloguons les formes biologiques. Votre peur est illogique et contre-productive. Manuel essaya de parler, mais un spasme serra sa gorge. Il ne pouvait que rester debout et écouter la voix étrangère dans sa tête. Votre espèce est à un stade primitif de développement. Vous n'êtes pas encore prêt pour le contact, mais votre planète est riche en ressources dont nous aurons besoin à l'avenir. Le berger sentit quelque chose de glacial pénétrer plus profondément dans son cerveau, étudiant les souvenirs. Enfance dans un village andin, premier troupeau, mariage avec Maria, naissance des enfants, longues années de solitude dans les montagnes après sa mort du cancer. Intéressant. Votre espèce a développé des liens émotionnels. Cela pourrait être utile pour nos objectifs. Que voulez-vous? Parvint finalement à articuler Manuel. Votre langage est primitif. Les concepts que nous pourrions discuter n'ont pas d'équivalent dans votre discours. Disons, nous préparons votre planète au changement. L'être tendit sa main et toucha le front du berger. Le contact était glacial, mais pas physiquement. Ce froid pénétrait l'âme, gelant l'essence même de l'être humain. Des images défilèrent dans la tête de Manuel. Ville en feu, gens courant dans les rues en panique. Disques argentés suspendus au-dessus des capitales du monde. Énormes vaisseaux éclipsant le soleil. Et au milieu de tout ce chaos, des êtres en costume argenté accomplissant calmement leur travail. Cela n'arrivera pas bientôt. Peut-être pas de votre vivant. Mais cela arrivera. Nous sommes patients. Pourquoi me dites-vous cela? Chuchota Manuel. Parce que vous oublierez. Votre mémoire sera corrigée. Mais quelque part dans les profondeurs de votre conscience primitive, une graine de connaissance restera. Et quand le moment viendra, cette graine germera. L'être retira sa main, et Manuel sentit quelque chose cliquer dans sa tête. Le brouillard commença à voiler sa conscience. Les pensées se brouillèrent et se fondirent comme de la peinture sous la pluie. Votre mémoire est en cours de modification. Les événements de cette nuit seront interprétés dans le cadre de votre vision primitive du monde. Vous ne nous avez pas vus, vous n'avez pas vu le vaisseau. Vos animaux sont morts d'une attaque de puma. Manuel essaya de résister, de s'accrocher aux souvenirs, mais il s'échappait comme l'eau entre les doigts. Le disque argenté se brouillait dans la mémoire, se transformait en étoile brillante. Les êtres devenaient des ombres, un jeu de lumière de feu sur les rochers. La résistance est inutile. Votre cerveau n'est pas capable de conserver des informations sur nous sans préparation appropriée. Mais ne vous inquiétez pas, nous laisserons une partie de la vérité, en tant que expérience. Quelque part dans les profondeurs de la conscience, dans cet endroit où les tentacules étrangers n'avaient pas atteint, restait une minuscule étincelle, à peine rougeoyante, prête à s'éteindre au moindre souffle, mais encore vivante. Un morceau de vérité que les êtres avaient laissé intentionnellement. Pourquoi? Manuel ne connaîtrait jamais la réponse à cette question. Le berger reprit conscience quand les premiers rayons du soleil touchèrent les pics andins. Sa tête se fendait de douleur. Il y avait un goût métallique dans sa bouche. Et son corps lui faisait mal, comme s'il avait combattu un puma toute la nuit. Un puma. Autour de lui gisaient des moutons morts, 6 têtes avec des coupures nettes au cou. Cholo gémissait à côté, enfonçant son museau humide dans la main de son maître. Le chien avait l'air épuisé, comme s'il avait subi un stress intense. Maudit puma, marmonna Manuel, ne comprenant pas pourquoi ces mots sonnaient si étrangement. Encore ce fichu puma. Il essaya de se souvenir des événements de la nuit, mais il y avait un vide dans sa mémoire. Allumer un feu, préparer le dîner, vérifier le troupeau avant de dormir, et puis directement le matin et 6 animaux morts. Étrange seulement que le puma ait laissé des blessures si régulières, comme s'il avait coupé avec un scalpel chirurgical plutôt que déchiré avec crocs et griffes. Et pourquoi n'avait-il pas mangé sa proie, se limitant au meurtre? Où étaient les traces de ses pattes sur la terre molle? Mais sa tête faisait trop mal pour réfléchir à de tels détails. De plus,
Les Pumas étaient devenus plus agressifs ces dernières années, peut-être à cause de la réduction de leurs habitats naturels, suite à l'expansion des activités minières. Manuel examina les blessures au cou des moutons. Elles avaient vraiment l'air inhabituelles, trop régulières, trop propres. Sur les bords du sang coagulé, il y avait une bande à peine visible d'une substance transparente, semblable à de la colle durcie. Mais qu'est-ce qui d'autre aurait pu tuer les animaux dans cette vallée désertique? Il n'y avait pas d'autres prédateurs ici. Les gens ne s'aventuraient pas non plus dans une telle nature sauvage. Il ne restait qu'un puma, peut-être blessé ou malade, ce qui expliquerait son comportement étrange. Le berger commença à enterrer les moutons dans le sol rocailleux de la vallée. Ce n'était pas une tâche facile, mais laisser les carcasses aux vautours, il ne pouvait pas. Cela contredisait ses notions de dignité. Même dans la mort, les animaux méritaient le respect. Pendant qu'il travaillait, une pensée tournait obstinément dans sa tête. Pas un souvenir, plutôt une sensation que quelque chose d'important s'était passé pendant la nuit. Quelque chose qu'il avait changé lui-même et le monde autour de lui. Mais quoi exactement? Il ne pouvait pas s'en souvenir. En revenant à Valénard avec son troupeau éclairci, Manuel rencontra Pedro Vélez, un vieil ami qui gardait des chèvres dans une vallée voisine. Étrange nuit c'était, remarqua Pedro en allumant une cigarette roulée à la main. Mes chèvres n'ont pas pu se calmer de toute la nuit. Bêlaient comme des folles, se serraient en tas. Et au matin j'ai trouvé 3 mortes, gorges tranchées comme au rasoir. Puma, dit Manuel sombrement. Il en a tué 6 chez moi aussi. Seulement c'est bizarre, se gratta la tête Pedro. Pas de traces nulle part, et les blessures sont comme mauvaises, trop régulières pour une bête. Manuel regarda attentivement son ami. Dans les yeux de Pedro, il lut la même inquiétude qui était dans sa propre âme, comme si tous les deux savaient que quelque chose d'inhabituel s'était passé, mais ne pouvaient pas se rappeler quoi exactement. Peut-être que c'est une nouvelle espèce de puma, suggéra Pedro. On dit qu'à cause du changement climatique, les animaux mutent. Possible, acquiesça Manuel, mais il n'y croyait pas lui-même. Ils chevauchèrent en silence, chacun plongé dans ses pensées. Devant, au-dessus des rochers rouges, s'élevait la fumée des cheminées de la mine de cuivre. Une image ordinaire pour ces lieux, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose d'inquiétant dedans. En ville, Manuel apprit que des cas similaires s'étaient produits en plusieurs autres endroits. Carlos Moreno perdit 4 moutons. Juan Gutiérrez trouva sa meilleure vache morte. Partout la même image. Coupure nette au cou, absence de traces de prédateurs, comportement étrange des animaux la veille. Une épidémie quelconque, grommela Don Esteban, propriétaire du bar local, où le gouvernement teste de nouvelles armes dans le désert. Cette dernière supposition provoqua une discussion animée. Pendant les années de dictature militaire circulaient des rumeurs sur des expériences secrètes à Atacama. On parlait même de coopération avec les militaires américains qui utilisaient le désert comme terrain d'essai. Peut-être des ovnis, sourit le jeune mécanicien Diego. Mon oncle, à San Clemente, a vu une soucoupe volante. Elle a volé juste au-dessus de sa maison. Les autres rirent, mais le rire sortit forcé. Ces dernières années, les rapports d'objets volants non identifiés au Chili s'étaient multipliés. Même le gouvernement avait créé une commission spéciale pour étudier les phénomènes aériens anormaux. Lavin lassait. Serena Miranda vivait dans le petit village de Crucecitas, à 20 kilomètres du lieu de l'incident nocturne. La femme âgée, veuve de mineurs, passait des nuits blanches assise à la fenêtre et regardant les étoiles. Après la mort de son mari de silicose, le sommeil ne venait pas facilement à elle. Cette nuit d'octobre, elle devint témoin d'un événement qui la secoua jusqu'au fond de l'âme. Vers minuit, quand Serena préparait une autre tasse de maté, son attention fut attirée par une étrange lumière au-dessus du champ voisin. D'abord, elle pensa que c'étaient les phares d'une voiture égarée,
mais la lumière était trop brillante et mauvaise. Sortant dans la cour, la femme vit 3 petites silhouettes qui se déplaçaient sur le champ avec un objectif déterminé. À la lumière des étoiles, elle put distinguer que ce n'étaient pas des humains. Les êtres avaient à peu près la taille d'adolescents, mais leurs proportions corporelles étaient déformées. Bras et jambes trop courts, cou disproportionnellement long. Ils se déplaçaient d'une démarche étrange, comme s'ils dansaient une danse rituelle. Parfois, il semblait qu'ils ne marchaient pas sur terre, mais glissaient au-dessus de sa surface. Serena les observa pendant environ une demi-heure, jusqu'à ce que les êtres disparaissent aussi soudainement qu'ils étaient apparus. La lumière s'éteignit et le champ replongea dans l'obscurité. Le matin, la femme se rendit sur le lieu de l'événement. Sur terre, elle trouva d'étranges marques, pas des empreintes de pieds, mais des dépressions rondes, comme si quelqu'un avait posé des objets métalliques chauffés sur terre. L'herbe en ces endroits avait jauni et sécha complètement en quelques jours. Serena raconta l'incident aux voisins, mais ceux-ci ne firent que secouer la tête. La vieille femme était connue pour ses fantaisies. Se tut après la mort de son mari. Le chagrin avait joué un mauvais tour à sa raison, pensait-il. Mais quand les nouvelles de la mort massive du bétail atteignirent Crucecitas, Serena s'inquiéta. Les délais coïncidaient. Ces nains s'étaient apparus la même nuit où les animaux étaient morts. L'officier des carabineros Claudio Ramirez reçut l'ordre d'enquêter sur les cas accrus de morts de bétail dans les régions montagneuses de la province de Huasco. Le policier de 35 ans, diplômé d'Université de Santiago, abordait son travail sérieusement et méthodiquement. D'abord, il se rendit dans la vallée de Quebrada de Pachuy, où s'était produit le plus gros incident. Manuel Casillas le reçut avec méfiance. Les habitants locaux n'aimaient pas les représentants de l'autorité, préférant résoudre les problèmes par leur propre force. « Racontez-moi ce qui s'est passé », demanda Ramirez en sortant son carnet. Manuel haussa les épaules. « Un puma a attaqué le troupeau. On a tué 6. Ça arrive. »« Mais les blessures sont inhabituelles », nota l'officier en étudiant les photographies. « Trop régulières pour des griffes et des crocs. » Peut-être que le puma était blessé ou atteint de rage. Ramirez examina soigneusement les lieux. Il n'y avait aucun signe de lutte. Les animaux n'avaient manifestement pas résisté. Il n'y avait pas non plus de traces du prédateur. La terre dans la vallée était assez molle pour conserver les empreintes de pattes, mais elle n'était visible nulle part. Mais l'officier trouva autre chose. À plusieurs mètres de l'endroit où gisaient les moutons morts, la terre était étrangement brûlée. 3 taches rondes d'environ 1 mètre de diamètre chacune, disposées en triangle. L'herbe et les petites pierres en ces endroits étaient fondues, comme si elles avaient été soumises à une très haute température. « Qu'est-ce que cela pourrait être ?» demanda Ramirez. Manuel étudia attentivement les taches. Quelque chose en elles lui semblait familier, mais il ne pouvait pas comprendre quoi exactement. Peut-être que quelqu'un a fait des feux, suggéra le berger avec incertitude. 3 feux en triangle, douta l'officier. Pourquoi? Manuel ne connaissait pas la réponse. De plus, il ne pouvait pas expliquer pourquoi la vue de ces taches lui causait une telle inquiétude. Le point suivant de l'enquête fut la visite à Serena Miranda. La vieille femme reçut le policier dans sa modeste maison, lui offrit du café et raconta en détail l'incident nocturne. « Ce n'étaient pas des humains, seigneur officier », insista Serena. « Ils avaient les bras et les jambes trop courts. Et ils bougeaient étrangement. Peut-être étaient-ce des enfants des villages voisins, suggéra Ramirez. À minuit, dans une telle nature sauvage, la femme secoua la tête. Et en plus, ils brillaient. Brillaient, pas fort, mais ils brillaient, comme des lucioles, seulement avec une lumière argentée. Ramirez nota le témoignage, bien qu'il n'y accordât pas beaucoup de foi. Les témoignages de personnes âgées étaient souvent peu fiables, surtout quand il s'agissait d'événements se déroulant la nuit. Mais quand il examina le champ où Serena avait vu les êtres étranges, il découvrit les mêmes taches rondes de terre brûlée. 6 taches disposées en cercle d'environ 20 mètres de diamètre. Ne sachant comment interpréter les preuves trouvées, Ramirez demanda l'aide du docteur Alberto Salas, géologue de l'université d'Atacama. Salas était connu non seulement comme un scientifique sérieux, mais aussi comme une personne à l'esprit ouvert.
prête à considérer les hypothèses les plus inhabituelles. « Intéressant », murmura le professeur en étudiant les photographies des taches brûlées. La température d'exposition était très élevée, pas moins de 1200 degrés. Mais l'exposition était brève et précisément focalisée. « Qu'est-ce qui pourrait causer un tel effet ?» demanda Ramirez. Plusieurs options. Chute de météorites, mais alors il devrait y avoir des fragments. Coup de foudre, mais les orages sont extrêmement rares à Atacama. Ou... Le professeur se tut. Ou quoi? Exposition à un faisceau haute énergie dirigé, comme un laser, mais beaucoup plus puissant. Qui au Chili pourrait avoir une telle arme? Personne. Admis honnêtement Salas. Les technologies de ce niveau n'existent que dans quelques pays du monde, et encore de manière expérimentale. Le professeur étudia soigneusement les photographies des animaux morts. Et voici qui est encore plus intéressant, remarqua-t-il. Voyez ce film transparent sur les bords des blessures. Ce n'est pas du sang coagulé, c'est un matériau synthétique quelconque, un polymère de composition inconnue. D'où pourrait-il venir? Bonne question. De tels matériaux sont utilisés dans l'industrie spatiale pour l'étanchéité. Mais ils ne sont produits que par quelques laboratoires au monde. Ramirez sentit que l'affaire prenait un tour inattendu. Ce qui semblait d'abord être une attaque ordinaire de prédateurs se transformait en mystère nécessitant une enquête sérieuse. Pendant que Ramirez réfléchissait aux informations reçues, de nouveaux rapports lui parvinrent. Un fermier de la vallée d'Alto del Carmen raconta comment ses vaches avaient mugi toute la nuit en regardant le ciel, et au matin, il trouva 2 veaux morts avec les mêmes blessures étranges. De plus, le voisin du fermier, radioamateur Ricardo Paredes, rapporta de fortes interférences dans les ondes cette même nuit. « Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça », raconta Paredes. « Des impulsions quelconques sur toutes les fréquences à la fois, très puissantes et très étranges, comme si quelqu'un transmettait des données numériques. »« Avez-vous enregistré ces signaux ?» s'intéressa Ramirez. « Bien sûr, j'enregistre toujours les phénomènes inhabituels. » Paredes fit jouer l'enregistrement. Des haut-parleurs coulaient des sons qui ne ressemblaient vraiment à rien de familier. Pas le crépitement d'interférences atmosphériques, pas les signaux de stations radio terrestres. Quelque chose de mécanique et simultanément musical, comme si une énorme machine chantait un aria complexe. « Quand exactement avez-vous enregistré cela ?» précisa l'officier. « Entre minuit et 1 heure du matin. Les signaux ont duré environ 40 minutes, puis se sont arrêtés brusquement. Le temps coïncidait avec les témoignages d'autres témoins. Ramirez commença à comprendre qu'il avait affaire non pas à des incidents séparés, mais à des parties d'un grand événement. Il établit une carte des incidents, animaux morts, taches brûlées sur terre, interférences radio, observation de Serena Miranda. Tout cela s'était produit dans un rayon de 30 km de la vallée de Quebrada de Pachuy en une nuit. Qu'est-ce qui pourrait causer un tel complexe de phénomènes? En cherchant des réponses, Ramirez se tourna vers les archives de l'administration provinciale. À sa surprise, des incidents similaires s'étaient produits dans cette région auparavant. Les rapports dataient de 1975, 1981 et 1985. Chaque fois, mort massive de bétail, avec des blessures inhabituelles, témoignages de témoins oculaires sur d'étranges lumières dans le ciel, anomalies électromagnétiques. Mais le plus intéressant se trouvait dans un dossier classifié, auquel Ramirez n'obtint accès que grâce à ses relations à Santiago. En 1984, une station radar de l'armée de l'air à La Serena avait détecté un objet non identifié se déplaçant au-dessus du désert d'Atacama à des vitesses inaccessibles aux avions modernes. L'objet était apparu soudainement sur les écrans, avait plané quelques minutes au-dessus de la région de Vallenar, puis avait disparu avec la même soudaineté. Les tentatives d'établir un contact radio n'avaient pas abouti. Les commandements de l'armée de l'air classa l'incident, l'attribuant à un défaut d'équipement. Mais dans une note personnelle du chef du service radar jointe au rapport, il était dit « L'objet a démontré des caractéristiques de vol impossibles pour la technologie terrestre.
recommande de continuer les observations. Ramirez était un homme éduqué et rationnel. Il ne croyait pas aux soucoupes volantes et aux petits hommes verts. Mais les faits étaient des faits, et il ne pouvait pas les ignorer. Rassemblant toutes les données, l'officier essaya de construire une image logique des événements. Dans la nuit du 15 octobre 1988, quelque chose d'inhabituel s'était produit au-dessus de la vallée de Quebrada de Pachuí. Ce quelque chose avait laissé des traces physiques, zones de terre brûlée, animaux morts avec des blessures chirurgicalement précises, interférences radio. Les témoins avaient vu des lumières dans le ciel et d'étranges êtres. Peut-être le témoignage était-il déformé par la peur et l'obscurité, mais on ne pouvait pas les ignorer complètement. Qu'est-ce que cela pourrait être? Une expérience militaire secrète? Mais quelles technologies permettent de créer des objets invisibles au radar, capables de planer dans l'air sans moyen de propulsion visible? Un phénomène naturel? Mais la foudre en boule ne fait pas d'incision chirurgicale et n'émet pas de signaux radio. Il restait une hypothèse que Ramirez ne voulait pas considérer sérieusement. Mais plus il étudiait les matériaux, plus elle semblait probable. Contact avec une civilisation extraterrestre. 2 semaines après le début de l'enquête, Ramirez reçut un appel de Santiago. L'appelant se présenta comme un major des services de sécurité et exigea l'arrêt immédiat de l'enquête. L'affaire est classifiée comme question de sécurité nationale, informa sèchement le major. Tous les matériaux doivent être transférés à la capitale. Mais je n'ai pas encore fini. Vous avez fini, officier Ramirez. La version officielle est attaque de prédateurs. Tous les autres détails ne sont pas sujets à divulgation. Et qu'en est-il des preuves physiques? Taches brûlées, enregistrements radio, attribués aux coups de foudre et interférences atmosphériques. Vous avez 24 heures pour préparer un rapport final. Ramirez comprit qu'il était tombé sur quelque chose de plus grand qu'un simple incident d'OVNI. Quelqu'un au gouvernement savait ce qui se passait et cachait activement l'information. Mais pourquoi? Il essaya de contacter le professeur Salas, mais il s'avéra que le scientifique était soudainement parti en voyage d'affaires. Pour longtemps, et dans une direction inconnue. Le radioamateur Paredes disparut également. Les voisins disaient qu'il avait reçu une offre d'emploi lucrative à Santiago et était parti sans dire au revoir. Serena Miranda mourut d'une crise cardiaque 1 semaine après avoir donné son témoignage. Le médecin dit que c'était arrivé dans son sommeil, tranquillement et sans souffrance. Ramirez écrivit le rapport comme l'exigeaient les supérieurs. Attaque de Puma, anomalie atmosphérique, faux témoignage de témoins, affaire fermée. Mais il cacha une copie des vrais matériaux chez lui, dans une cachette derrière la bibliothèque. Un jour, pensait-il, la vérité sortirait quand même. Plusieurs années passèrent. Ramirez obtint une promotion et un transfert à la capitale. Il essayait de ne pas penser aux événements de la vallée de Quebrada de Pachuí. Mais parfois, en regardant le ciel étoilé, il ressentait une étrange inquiétude. Et dans les montagnes au-dessus de Vallenar, les bergers continuaient de trouver des animaux morts avec des blessures mystérieuses. Pas souvent, une fois tous les quelques années, mais régulièrement. Les rapports officiels attribuaient invariablement cela aux attaques de prédateurs. Manuel Casillas vécut encore 10 ans après cette nuit terrible. Il gardait toujours des moutons dans les montagnes, dormait toujours sous les étoiles du désert. Mais quelque chose en lui avait changé. Parfois, les nuits claires, il regardait longuement le ciel et ressentait une étrange nostalgie, comme s'il avait perdu quelque chose de très important, mais ne pouvait pas se rappeler quoi exactement. Cholo mourut de vieillesse en 1995. Peu avant sa mort, le chien commença à se comporter étrangement, hurlait aux étoiles, refusait d'aller à certains endroits dans les montagnes. Le vétérinaire dit que c'était des changements cérébraux séniles, mais Manuel savait que ce n'était pas ça. Cholo se souvenait de ce que les gens avaient oublié. Dans ces dernières années, le berger se rappelait souvent des rêves, identiques, récurrents rêves d'êtres argentés et de vaisseaux métalliques. Dans le rêve, il parlait avec eux, comprenait leur langue, connaissait leurs objectifs. En se réveillant, il ne pouvait se rappeler d'un seul mot. « Señor Casillas est malade », chuchotait-il en ville.
La vieillesse n'apporte pas de joie. Manuel mourut en 1998 d'un cancer du poumon. Silicose, la maladie professionnelle de tous ceux qui avaient longtemps respiré la poussière d'Atacama. Avant de mourir, il demanda à son neveu de l'emmener dans la vallée de Quebrada de Pachuy. « Pourquoi, oncle ?» s'étonna le jeune homme. « Il n'y a rien là-bas. »« Emmène-moi simplement, » demanda le vieil homme. Ils arrivèrent au coucher du soleil. Manuel resta longtemps assis sur une pierre, regardant l'endroit où il avait autrefois gardé son troupeau. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais son neveu ne comprenait pas pourquoi. « Ils reviendront, » dit Manuel doucement. « Un jour, ils reviendront. »« Qui, oncle ?» Mais le vieil homme ne répondait plus. Il regardait les premières étoiles et souriait d'un sourire mystérieux. Carlos Casillas, le neveu de Manuel, hérita du troupeau et continua l'affaire familiale. Le jeune homme avait reçu une éducation en ville, utilisait Internet, lisait des revues scientifiques. Il était sceptique quant aux histoires des vieillards sur les phénomènes étranges dans le désert. Mais en 2010, une nouvelle vague d'événements mystérieux se produisit dans la région de Vallenar. Les bergers trouvèrent à nouveau des animaux morts, avec des blessures incompréhensibles. Les gens virent des lumières dans le ciel. Les radioamateurs enregistrèrent d'étranges signaux. Carlos se souvint des derniers mots de son oncle et pensa pour la première fois sérieusement à ce qu'il avait pu vouloir dire. Internet lui ouvrit l'accès à des informations qui n'étaient pas disponibles auparavant. Il trouva des sites d'ufologie, des rapports d'observation d'OVNI, des documents militaires déclassifiés. Il s'avéra que le Chili était l'une des zones d'activité OVNI les plus actives au monde. Il s'y produisait des cas que même les sceptiques ne pouvaient expliquer. Le gouvernement avait créé une commission spéciale pour étudier les phénomènes aériens anormaux, l'une des premières au monde. Carlos commença à collecter des preuves, il parlait avec de vieux bergers, cherchait dans les archives des mentions d'événements étranges. Progressivement se dessinait le tableau de contact de plusieurs années entre les habitants du désert et quelqu'un d'autre. La vallée de Quebrada de Pachuy fut à nouveau témoin d'événements inhabituels. Carlos Casillas gardait son troupeau au même endroit où 30 ans auparavant son oncle avait vécu une rencontre dont il ne pouvait se souvenir. La nuit était claire et froide. Les étoiles d'Atacama brillaient de leur ancienne luminosité, non ternies par les lumières de la ville ou les émissions industrielles. Carlos était allongé près du feu, lisant les nouvelles sur sa tablette. Soudain, l'écran s'éteignit. Il ne s'était pas déchargé, c'était simplement éteint, bien que la batterie soit pleine. Après la tablette, le téléphone satellite s'éteignit, puis la radio portable se tut. Les moutons bêlèrent avec inquiétude. Carlos leva la tête et le vit. Une nouvelle étoile était apparue parmi les constellations, brillante, pulsante, manifestement en mouvement. Le cœur du jeune berger commença à battre plus vite. Il savait ce qui devait se passer ensuite. 30 ans d'études de preuves l'avaient préparé à ce moment. L'étoile grandit, se transformant en disque, argenté, poli, glissant silencieusement dans le ciel nocturne. Exactement comme son oncle Manuel l'avait décrit dans son délire de mort. Le disque plana au-dessus de la vallée. En bas s'ouvrit une écoutille, et de la lumière froide, non terrestre en coula. Carlos ne s'enfuit pas. Il ne cria pas de terreur comme son oncle 30 ans auparavant. Carlos se leva, éteignit sa lampe de poche et attendit. Les êtres descendirent sur terre aussi doucement et silencieusement que dans les témoignages de témoins oculaires. Petits, en costume argenté, avec des yeux qui reflétaient les étoiles. L'un d'eux s'approcha de Carlos. Le jeune homme sentit des picotements familiers dans sa tête et entendit une voix qui résonnait directement dans sa conscience. « Tu sais qui nous sommes. » « Oui, » répondit Carlos à haute voix. « Je sais. Ton ancêtre faisait partie d'une expérience. Nous avons laissé des graines de connaissances dans sa mémoire. Maintenant ces graines ont germé. Que voulez-vous? Nous observons, étudions, préparons. Préparez à quoi? Au changement. Votre planète entre dans une nouvelle phase de développement. Bientôt le contact deviendra inévitable. Carlos sentit des images pénétrer dans son esprit. Ville du futur. Technologies dont seuls rêvaient les auteurs de science-fiction.
Vaisseau sillonnant les espaces interstellaires. Mais d'abord, vous devez changer vous-même, évoluer, vous préparer à rencontrer la communauté galactique. Combien de temps avons-nous? Selon votre compte, plusieurs décennies, peut-être moins. Nous reviendrons quand l'heure viendra. L'être tendit sa main. Dans sa paume se trouvait un petit objet cristallin, qui pulsait de la même lumière froide que le vaisseau. Cela t'aidera à te souvenir, et à préparer les autres. Carlos prit le cristal. L'objet était chaud, malgré sa lumière glacée, et vibrait au rythme d'un battement de cœur. Tous de votre espèce ne survivront pas au processus de transformation, mais ceux qui sont prêts deviendront un pont entre les mondes. Carlos Casillas revint à Valenar comme un homme différent. Le cristal, caché dans sa poche de poitrine, se rappelait constamment par une douce vibration. Et des voix résonnaient dans sa tête, non menaçantes, mais guidantes, expliquantes. Il apprit que des contacts se produisaient partout dans le monde, dans les déserts du Nevada et de l'Arizona, dans les profondeurs de la taïga sibérienne, dans les montagnes du Tibet. Progressivement, prudemment, des représentants choisis de l'humanité recevaient des connaissances et se préparaient pour l'avenir. Carlos commença à écrire, d'abord dans le journal local, des articles sur les phénomènes inhabituels à Atacama. Puis il créa un site web où il collectait des témoignages de témoins oculaires du monde entier. Progressivement se forma autour de lui une communauté de gens qui connaissaient la vérité. Il s'appelait « Gardien » et se préparait pour le jour où des disques argentés descendraient du ciel non pas secrètement, mais ouvertement. Quand l'humanité aurait la chance de faire le pas suivant dans son évolution. Certains étaient prêts pour ce pas, d'autres non. Pour méditer. Et dans les montagnes au-dessus de Valenar, dans l'ancienne vallée de Quebrada de Pachuy, le vent chantait toujours sa chanson éternelle. Et de temps en temps, les nuits particulièrement claires, les bergers voyaient des lumières parmi les étoiles. Ils se préparaient, attendaient, se souvenaient. Parce que certaines graines de mémoire ne peuvent être effacées. Elles germent quand le temps vient et portent des fruits qui changent le monde. Le disque argenté de Valenar n'était plus un secret pour ceux qui étaient prêts à connaître la vérité. Il était devenu un symbole d'espoir et un avertissement. Le temps passait, les étoiles tournaient dans leurs danses éternelles. Et quelque part dans le froid noir de l'espace, des vaisseaux métalliques traçaient un cap vers une petite planète bleue perdue dans l'espace. Bientôt, très bientôt viendrait le temps du second contact. Et cette fois, l'humanité serait prête. Ou pas. Les événements à Valenar en 1988 restent l'un des cas les mieux documentés de l'histoire de l'ufologie chilienne. Malgré les tentatives des autorités officielles de classifier les matériaux d'enquête, les faits principaux sont devenus publics grâce aux efforts des chercheurs indépendants. Que ces événements soient une preuve de contact avec une civilisation extraterrestre, les résultats des phénomènes naturels inconnus ou un produit de l'imagination humaine, chacun doit décider pour lui-même. Mais une chose est certaine. Le désert d'Atacama recèle des secrets que l'humanité n'est faite que commencer à déchiffrer. Et le ciel au-dessus de Valenar est toujours plein d'étoiles, parmi lesquelles se cachent peut-être les réponses aux questions les plus importantes de notre existence. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. La question n'est pas de savoir si la vie extraterrestre existe, la question est de savoir si nous sommes prêts à la rencontrer. Extrait des notes de Carlos Casillas, dernier gardien de la mémoire du disque argenté de Valenar. Aujourd'hui, près de 40 ans après le premier contact documenté, la vallée de Quebrada de Pachuy est devenue un lieu de pèlerinage pour les ufologues du monde entier. Les autorités locales ont créé un itinéraire touristique appelé Sentier OVNI, incluant les principaux points d'observation. Carlos Casillas, maintenant directeur de l'Institut des phénomènes anormaux d'Atacama, continue de collecter des preuves et de préparer l'humanité à ce qu'il appelle la grande révélation, le moment où les civilisations extraterrestres annonceront ouvertement leur présence. Les sceptiques critiquent la commercialisation du tourisme OVNI et appellent à une approche scientifique dans l'étude des phénomènes inexpliqués. Mais même les matérialistes les plus convaincus reconnaissent. Dans le désert d'Atacama se produit quelque chose qui dépasse notre compréhension de la réalité. Et les nuits claires, quand la Voie lactée s'étend au-dessus des montagnes anciennes,
Les bergers voient encore parfois des lumières argentées parmi les étoiles. Et chaque fois, ils se posent la même question. Qui nous observe depuis le foie noir de l'espace? Et qu'attend-il? Merci de nous avoir écoutés. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas en rater de nouvelles. Écrivez en commentaire si vous croyez aux ovnis, peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable.